Voilà, le CBIOS, hein, je travaille pour cette équipe, et donc, voilà, le comité du tourisme a dit, bah, CBIOS, tourisme, est-ce que vous pouvez dire quelque chose là-dessus? Donc, bah, je m'y suis penché, et puis, bah, je vais essayer de vous faire partager cette réflexion qui, pour l'instant, est encore assez, je dirais, en amorçage, mais je peux vous promettre que la prochaine intervention qu'on va faire avec Pierre, elle sera complètement intégrée avec ce que le vivant peut nous apprendre en matière de tourisme, comment on peut l'illustrer avec les initiatives qu'il vous a présentées. Et à partir de cette réflexion un petit peu immersive, d'où on vient, c'est quoi le vivant, eh bien, on va certainement pouvoir ouvrir des pistes qui seront extrêmement intéressantes donc, pour innover en matière de tourisme, pour tenir compte aussi finalement de ce qu'on s'est pris dans la tête hein, depuis 1 an et demi. Voilà. Alors, je suis retourné aux définitions, je suis allé voir les définitions officielles, hein, l'Organisation internationale du tourisme hein, des Nations Unies et puis l'OCDE sont d'accord sur une définition qui permet d'identifier un certain nombre de mots-clés que j'ai repris. Voilà, pour vous dire de quoi on parle. Finalement, dans le tourisme, il y a un certain nombre de choses qui relèvent eh bien, de qu'est-ce qu'on va faire, pourquoi on le fait. En fait, on voyage, on a des activités, c'est quelque chose de particulier qui caractérise le tourisme, et puis on va se déplacer. Hein, on va mobiliser des moyens de transport, voyager dans l'espace, et puis être aussi dans un nouvel environnement. Alors déjà, quand on évoque environnement, on se dit tiens, il y a quelque chose des écosystèmes, voilà, et peut-être de la nature. Bon, on va trouver un nouvel habitat. Et je reprendrai cette diapo à la fin pour essayer de se projeter ensemble hein, sur ce que le biomimétisme peut vous inspirer, hein, puisque je ne suis pas là pour vous donner des solutions toutes faites, mais plutôt pour vous donner des moyens de réfléchir par vous-même, parce que finalement, eh bien, le vivant nous est familier. Nous sommes vivants, nous baignons, nous sommes intégrés à la biosphère, et à ce titre-là, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas aussi en capacité, à partir de ce que je vais vous présenter, eh bien, de proposer vos innovations, et a fortiori, encore une fois, après ce que Pierre nous a expliqué. Donc, dernier aspect, la dimension temporelle. Hein, c'est aussi quelque chose qui a du sens du point de vue notamment de l'évolution de la vie. Hein, et là aussi, ça sera pour moi un point de départ pour vous présenter finalement cette réflexion. Bien sûr, la question de la consommation, les flux, est sans doute au cœur. C'est probablement un des éléments qui est le plus ciblé, hein, puisque on consomme. Qu'est-ce qu'on va faire de ce qui reste de la consommation? D'où viennent les produits qu'on consomme? Donc là aussi, c'est une question à laquelle on peut réfléchir. Alors, je vous présenterai plus en détail cette diapositive tout à l'heure. Et en fait, je suis allé voir aussi tourisme sur Wikipédia. Et Wikipédia, il y a 32 homonymes, hein, pour tourisme, en tout cas, de termes qui intègrent la notion de tourisme. Donc là, tout le monde peut y accéder. Et dans cette liste de catégories de tourisme, hein, plus ou moins attrayantes, plus ou moins éthiques, hein, bien sûr, ça joue aussi, eh bien, je me suis posé la question, et je vous la pose aussi, hein, quelque part, puisque c'est plus vers un dialogue que dans une logique de cours et d'apport de savoir brut sur les solutions pour innover en s'inspirant du vivant. Voilà, le biotourisme, qu'est-ce que ça serait? Un tourisme inspiré du vivant, un tourisme biomimétique. Hein, on pourrait même rajouter un H, biomime éthique, comme l'a écrit Emmanuel Delannoy, donc un livre qui est paru en 2021. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Et comment, sur quelle base, on pourrait réfléchir à cet angle d'innovation en matière de tourisme? Alors oui, il y a un certain nombre de choses qui sont connues. Hein. Là, on se dit, bah oui, se promener dans les bois avec un sac sur le dos, marcher, se déplacer à pied, aller à sa vitesse, dans un environnement naturel. Voilà, bien sûr, c'est sans doute quelque chose qui pourrait être qualifié de biotourisme. On peut aussi utiliser des animaux pour transporter les bagages, hein, les ânes et tout ça. On peut se déplacer aussi sur les fleuves avec des bateaux. Et puis, on peut être hébergé aussi en immersion dans la nature avec des matériaux de construction qui sont locaux, hein, bien sûr,
les biomatériaux notamment peuvent être une orientation, mais je ne vais pas vous proposer des solutions toutes faites, je vais simplement réfléchir avec vous à finalement comment, à partir de ce qu'on fait déjà en matière de tourisme, en relation avec la nature, en relation avec du sens, avec la responsabilité sociétale, hein, qui est probablement une expression que vous connaissez, eh bien, qu'est-ce qu'on peut aller chercher dans cette liste voilà, de notions, de déclinaisons, de diversité d'activités touristiques qui pourraient avoir une relation, quelque chose à voir avec s'inspirer du vivant en matière d'innovation touristique. Et puis là, vous voyez, au bout de la liste, là, vous tombez sur tourisme spatial. Alors moi, j'ai dit tourisme spatial, effectivement, c'est un peu d'actualité. Hein. On a tout récemment pu voilà, suivre voilà, des mouvements, des projets qui étaient des projets de longue date. Hein. Ici, c'est le projet de Virgin. Et puis, il y en a d'autres. Et là, on se pose la question, est-ce que tout cela est en rapport avec la nature? Est-ce qu'on ne commence pas à s'éloigner un petit peu du sujet? Ben, je me suis dit, tiens, profitons-en. Essayons de regarder, comme on dit en anglais, the big picture, la vue d'ensemble. Alors, la vue d'ensemble, si on la voit de très très loin, hein, des anneaux de Saturne, hein, la sonde Cassini qui nous a envoyé cette image, eh bien, la Terre est effectivement toute petite. Mais alors, je vais remonter un petit peu dans le temps, et souvenez-vous, alors peut-être pas, hein, mais Apollo 13, moi je devais avoir quelque chose comme 12 ans, en juillet 69, quand, pas Apollo 13, Apollo 11, donc Neil Armstrong a posé son pied sur la Lune, et puis on s'est rendu compte donc, de la toute petite taille, mais aussi de la couleur de la planète, et il y a un sentiment qui a émergé, donc fin des années 69, début des années 70, eh bien, on a commencé à ressentir de manière beaucoup plus flagrante à la fois le fait que on était tous sur la même planète, qu'il était nécessaire probablement d'entrer dans une démarche de, je dirais, de plus de respect, de plus de considération. Et voilà, on a amorcé finalement, en termes de recherche du sens, eh bien, une réflexion sur la responsabilité de l'homme vis-à-vis de cette planète, des notions de solidarité, mais pas uniquement solidarité de l'espèce humaine. Et puis, 1987, hein, le fameux rapport Brundtland, qui énonce cette définition du développement durable basée sur trois piliers équivalents, qui seraient l'économique, le social et l'environnemental. Et là, bon, avec bien sûr une manière de dire, à l'intersection de chacun des cercles, il y a d'autres notions qui sont finalement eh bien, fondatrices de la notion de développement durable. Et la définition, je vous la rappelle en quelques mots, finalement, c'est la question de la relation entre une génération qui consomme des ressources et des générations futures qui en seront privées. Et du coup, la notion de développement durable dérive de la nécessité de prendre en compte les besoins de la génération future, en même temps qu'on respecte les limites écologiques de la planète. Alors vous avouerez que respecter les limites écologiques, si on ne regarde pas ça de très près, c'est un peu flou, c'est pas forcément très évident. Et quelqu'un dont vous avez peut-être entendu le nom, Denis Meadows, qui est un des auteurs du rapport du Club de Rome en 1972, donc vous voyez la proximité hein, par rapport à premier pas sur la Lune, eh bien, de son propre aveu, en 2012, il disait « le développement durable, c'est dépassé ». Pourtant, en anglais, on parle de « sustainable development ». Donc, interrogeons-nous. Je veux dire, on n'a pas attendu non plus Denis Meadows et le rapport du même nom pour se poser la question, et en l'occurrence René Passet, qui a beaucoup réfléchi, qui est un économiste, qui s'est posé la question des fondements de l'économie, a proposé un schéma qui est nettement différent et qui, moi, me convient beaucoup plus, et qui va d'ailleurs nous aider à réfléchir à cette perspective d'innover davantage en s'inspirant du vivant, dans une relation qui, finalement, est une relation complètement essentielle, une relation je dirais, complètement ancré dans la réalité de la Terre, c'est que, en fait, on est effectivement sur une planète, on est tous ensemble sur une planète. La vie a commencé il y a 3,8 milliards d'années. Alors là, bon, j'ai mis des zéros, mais on ne connaît pas l'année exacte, hein, bien sûr.
Donc cette biosphère, eh bien, en fait, c'est le contenant, ce n'est pas l'environnement à côté de la société humaine. C'est bel et bien, je dirais, une réalité en soi à l'intérieur de laquelle se trouve, on peut parler d'anthroposphère, on parle d'ailleurs aussi d'anthropocène, c'est-à-dire une période qui serait marquée par la présence humaine sur la planète et dont on aurait les traces, et on le confirme aujourd'hui notamment avec le changement climatique, l'impact de l'homme sur la planète eh bien, est de plus en plus visible. Et donc, alors que finalement l'espèce humaine, j'ai mis 200 000 ans, on est entre 200 et 300 000 ans pour Homo sapiens, eh bien, elle est à l'intérieur de la biosphère, mais elle n'est pas juste à l'intérieur de la biosphère. C'est pas comme j'entre dans une maison et je suis dans la maison. Non, non, l'humanité est une partie de la biosphère, est en interaction avec la biosphère. Je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote, mais notre corps contient probablement de l'ordre de 10 fois plus de cellules d'organismes non humains que de propres cellules humaines. C'est quoi? En fait, notre corps est un écosystème en interaction. Hein, vous connaissez ce qu'on dit notamment sur l'utilisation de bactéries dans nos processus digestifs. Bref, le microbiote, ces choses-là. Eh bien, oui, on a une interaction, pas seulement à l'intérieur, à l'extérieur. On a une interaction directe avec les autres espèces. Et bien évidemment, l'humanité a progressé en utilisant les ressources naturelles et c'est véritablement devenu un problème. Où se trouve l'économie dans tout ça? Eh bien, l'économie, elle est à l'intérieur de l'anthroposphère. Ce n'est pas un pilier à côté de l'environnement, ainsi de suite. Donc ce changement de point de vue qui est tout à fait essentiel est proposé donc par René Passet avec une définition de la bioéconomie qui n'a pas été, je dirais, adoptée telle qu'elle. Il y a eu un choix gouvernemental qui a été fait en 2017 de nommer la bioéconomie, mais la bioéconomie, c'était juste, on va se focaliser sur les ressources issues du vivant. Bon, on est assez loin d'un schéma d'intégration et de recherche de compatibilité et de longévité sur ces notions. Donc, voilà le cadre à l'intérieur duquel je voulais vous proposer, finalement, de nous poser la question qu'est-ce que c'est que la vie et en quoi la vie peut-elle nous inspirer? Alors vous allez retrouver dans ces principes du vivant un certain nombre de choses qui, pour moi, font totalement écho à la conférence que nous a donnée Pierre Eloi tout à l'heure, juste avant, une notion de, eh bien, ça fonctionne et ça s'entretient de manière automatique. La diversité dans la biosphère est une source d'augmentation du nombre de possibilités. Je vais prendre juste un exemple. Vous savez que dans notre ADN, qui est notre code génétique, finalement, tout ne s'exprime pas. On garde, en gros, non seulement un plan B, mais aussi un plan C, un plan D, et toute cette variabilité génétique va permettre justement de réagir à des situations inattendues. Donc, cette diversité de réponses possibles, ce champ d'alternatives qui existe face à une réalité incertaine, eh bien, sont véritablement une force dans le vivant. À l'opposé et je ne crois pas avoir vu tourisme industriel, ou peut-être que si, mais l'industrialisation, la standardisation sont véritablement à l'opposé de ce que le vivant fait pour survivre à des événements inattendus. En l'occurrence, on sait exactement de quoi on parle aujourd'hui quand on dit un événement inattendu a porté atteinte à la dynamique économique du secteur touristique. Bien, on continue. Utilise les ressources locales, quoi de mieux, hein, comme illustration, finalement, on est bel et bien dans un processus de prise en compte des principes du vivant. Alors, il y a différents énoncés, hein, vous pouvez en trouver évidemment une liste un petit peu différente. Utilise ces déchets comme ressources, et on va dire, eh bien, le meilleur modèle de l'économie circulaire, c'est bel et bien ce qui se passe dans les écosystèmes, avec un passage, je dirais, continu des éléments de la matière terrestre, du champ du minéral, du gazeux, de l'eau, au champ du vivant, donc, et ce qu'on appelle les cycles biogéochimiques, avec le carbone, bien sûr, l'azote, et ainsi de suite. Donc, les déchets sont utilisés comme ressources. Hein, les feuilles qui tombent d'un arbre sont, pour les organismes qui vivent sur le sol, des insectes, des champignons, eh bien, le moyen de poursuivre cette dynamique du vivant. La chimie du vivant est à température et pression ambiante.
Je vais prendre juste un petit exemple, parce que je ne vais pas vous faire un panorama des innovations inspirées du vivant qui peuvent être considérées comme faisant partie du biomimétisme, parce que ce n'est pas tout à fait le sujet, et j'ai d'ailleurs rien à vous proposer tel quel pour le tourisme. C'est finalement des interprétations qui vont être faites ultérieurement. Donc, faissage chimie à température ambiante. Vous savez que pour fabriquer des bouteilles en verre, pour avoir des vitres, eh bien, il faut chauffer très très fort de la silice, hein, et puis la mettre dans des conditions physiques de température et de pression considérables. Vous savez que des organismes vivants sont tout à fait capables de fabriquer du verre à température, à pression ambiante. Ce sont notamment les diatomées, hein, qui sont des algues unicellulaires qui sont dotées d'un squelette de verre qui est fabriqué tout simplement à partir de la silice en suspension. Et de la même manière, on a des éponges, hein, qui fabriquent leur squelette en verre. Et le biomimétisme en matière, et j'en parlerai rapidement, pour ce qui concerne la fabrication des matériaux, le biomimétisme a effectivement énormément de leçons à nous donner. Et en l'occurrence, fabriquer du verre avec de la silice à température ambiante, eh bien, c'est aujourd'hui possible parce qu'on est allé regarder comment faisaient les diatomées. Utilise un jeu réduit d'éléments chimiques abondants, le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote. Si on compare les éléments chimiques qui sont utilisés par le vivant aux éléments chimiques qui sont utilisés par nos technologies, vous avez tous entendu parler des terres rares, de la difficulté de se les procurer, de leur dilution extrême dans les ressources géologiques, et de la difficulté aussi de les extraire des déchets qui intègrent ces terres rares par la suite. Ben ça n'existe pas dans le vivant. Le vivant est basé sur la possibilité de réutiliser tout matériau qui a été utilisé, précédemment utilisé par un organisme. Il y a un parallèle que j'ai envie de faire parce que j'ai travaillé quelque temps à Vienne, donc de l'autre côté du Rhône, et j'étais particulièrement intéressé par la filière argile. Eh bien, le pisé, qu'on trouve beaucoup dans la région, présente un énorme avantage sur les parpaings, les briques et ainsi de suite. C'est que quand une maison en pisé s'effondre, on récupère ses matériaux de construction et on peut reconstruire une maison en pisé. C'est de l'argile crue, elle est réutilisable. Et là aussi, on a plein d'exemples du côté, par exemple, des guêpes maçonnes, mais aussi des termites, qu'elles construisent bel et bien dans un matériau qui peut évoluer et accompagner l'évolution également de la taille, de l'usage, de l'habitation de ces insectes. S'auto-organise, oui. Alors, on pourrait presque parler de gouvernance, et je pense que dans certains cas, biomimétisme et management, c'est véritablement un champ très très intéressant d'étude. Eh bien, la vie s'auto-organise avec un système relationnel extrêmement performant qui est basé sur l'information, et j'en dirai aussi quelques mots tout à l'heure. S'auto-répare, oui, la réparation, c'est une clé de la résilience, de la capacité à supporter des chocs, supporter des destructions, réussir à se refaire, à se régénérer. Bon, des principes du vivant, il y en a beaucoup, je pourrais en citer d'autres. Et je vais quand même entrer sur ce champ-là du biomimétisme où, a priori, l'étymologie ne pose pas forcément de difficultés particulières. Imiter la vie, voilà, ça vient du grec. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose qui a été énoncé très tôt. Pour autant, l'expression « aller dans la nature pour y trouver son futur » était très familière de Léonard de Vinci, qui en fait a développer son intelligence, sa capacité à concevoir lui-même des innovations, eh bien, était beaucoup inspiré par la nature et il y a vraiment travaillé avec un certain nombre de preuves, notamment des essais d'ornithoptères, mais qui n'ont pas abouti, qui sont restés au stade de plan, mais qui résultaient de son observation de la nature. Donc pour Léonard de Vinci, évidemment, l'avenir de l'homme était dans l'observation de la nature. On peut résoudre des problèmes parce que la nature a résolu des problèmes auxquels nous sommes confrontés ou nous allons être confrontés. Ça vaut le coup de regarder comment fait la nature. Si on écoute Pierre-Gilles de Gennes sur le vivant et sur ce qu'il peut apprendre, donc Pierre-Gilles de Gennes, prix Nobel de physique, eh bien lui ce qu'il retient, c'est que l'homme a des connaissances extrêmement réduites. Quoi qu'il fasse, il doit être absolument humble devant la nature, devant le vivant.
Et de la même manière, Janine Benyus, à qui on doit en 1997 finalement la parution d'un livre qui s'intitulait justement Biomimicry, biomimétisme en français, eh bien, c'est que la nature a des choses à nous enseigner et il faut comprendre pour pouvoir bel et bien inventer. On ne peut pas se contenter d'imiter tel quel, il y a des connaissances. Et finalement, ce qui fait la richesse du vivant, c'est bel et bien les informations, les modes de communication, les modes d'organisation. Et on va parler dans ce domaine-là, finalement, des 3 niveaux du biomimétisme. J'y reviendrai rapidement tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que le biomimétisme n'est pas? Le biomimétisme, ce n'est pas juste une imitation des formes. J'imagine que, peut-être vous ne l'avez pas vu à cette altitude, mais la gare TGV de la gare de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry, eh bien, en tout cas, s'inspire de la forme d'un oiseau. La jonction du ferroviaire avec l'aérien, eh bien, a donné finalement cette interprétation qu'on va appeler biomorphique, c'est-à-dire on regarde le vivant et on essaie d'évoquer la forme d'un être vivant. De la même manière, ce tabouret qui évoque un flamant rose, finalement, n'est que la forme du flamant rose utilisée à des fins de design et d'esthétique. Il n'y a pas véritablement de fonction issue du vivant dans ces représentations. Et donc là, je cite un certain nombre d'innovations qui, finalement, ne sont pas toutes véritablement dans le champ du biomimétisme, et je vais vous expliquer rapidement en quoi. Eh bien, le velcro, que tout le monde connaît, et je ferai un petit retour dessus, finalement, c'est une innovation qui est bel et bien inspirée du vivant, mais dont la traduction en technologie eh bien, est faite sous forme de matière plastique. Donc, qu'est-ce qui n'est pas finalement compatible avec la nature? Qu'est-ce qui n'est pas dans la même logique que la biosphère et le fonctionnement des écosystèmes? Eh bien, c'est le fait qu'à partir du moment où on fabrique du velcro en matière plastique, eh bien, ce velcro ne se dégradera pas, n'entrera pas dans les cycles biogéochimiques avant plusieurs siècles. Et donc là, on a un souci, même si c'est bel et bien de la bio-inspiration. On a l'effet lotus, de la même manière, on peut reproduire l'effet lotus avec une nanostructuration d'une surface, de manière à avoir des surfaces auto-nettoyantes. L'eau va ruisseler dessus en entraînant les saletés, et donc on va pouvoir fabriquer du verre auto-nettoyant. Bon, est-ce qu'on est dans le biomimétisme? On est à la limite entre une coopération entre technologie et source d'inspiration du vivant. Vous avez sans doute observé comment, dans les 10 dernières années, se sont transformées les extrémités des ailes des oiseaux, des avions, en imitant les rémiges des grands rapaces, notamment, qui se recourbent en épousant les variations de la densité de l'air et donc en favorisant une meilleure pénétration et une plus faible consommation. Donc là, on est à la limite, et donc voilà donc la définition qui a été d'ailleurs produite par un comité technique de normalisation qui s'est constitué, auquel le CBIOS a participé. Et ce qu'on voit finalement, c'est que le biomimétisme, c'est pas quelque chose d'extrêmement formel. On parle d'une philosophie. Oui, c'est une façon d'envisager la relation entre le vivant et l'humain dans une perspective de développement durable et de manière interdisciplinaire. En fait, c'est une façon de concevoir des innovations répondant aux exigences, aux enjeux de durabilité, aux enjeux du développement durable. Et c'est comme ça qu'il faut véritablement le voir. Et voilà un schéma donc, qui va permettre de placer de manière encore plus explicite le biomimétisme. Donc ici, comme étant finalement une partie de la bio-inspiration, et on en a vu quelques exemples. La biomimétique, finalement, qui n'intègre pas l'éco-conception, est au milieu de tout ça. La bionique, qui est finalement, dans certains cas, de manière assez arrogante, une façon de vouloir éventuellement remplacer, imiter, voire dépasser ce que le vivant peut produire. Et là, on est dans un champ, finalement, qui est
assez peu dans l'imitation. Je pense que vous avez peut-être vu les images de ce chien robot à qui on donne un coup de pied et qui se relève, voilà, parce que finalement on a étudié le mouvement, les capacités mécaniques et tout ça. Bon, tout ça est assez pitoyable si on se réfère au modèle vivant. Voilà. Et donc, le biomimétisme, c'est produire des innovations durables en s'inspirant du vivant. Alors, je vous disais, il y a plusieurs registres dans le biomimétisme. On peut tout à fait reproduire les formes, on le fait beaucoup en architecture, on l'a vu à grande échelle pour la gare TGV de Saint-Exupéry. Les structures, on peut aussi faire des revêtements qui vont ouvrir des ouvertures en s'inspirant par exemple des pommes de pin qui en fonction de la température, en fonction de l'humidité, vont écarter leurs écailles pour pouvoir faire tomber les graines dans de bonnes conditions de germination. Les procédés, les matériaux, c'est pareil, c'est un champ dans lequel le vivant a des choses à nous montrer, mais qui relève, comme pour le précédent forme et structure, essentiellement d'applications industrielles. Fabriquer des matériaux, fabriquer des bâtiments, et finalement les matériaux, les bâtiments, dans certains cas, on en a effectivement besoin dans le secteur du tourisme, et je vous inviterai à y réfléchir ensemble tout à l'heure. Donc les écosystèmes, donc toute cette dimension, on peut dire immatérielle, comment le vivant communique, comment le vivant stocke et utilise l'information. Et là, j'ai aussi des tonnes d'exemples qui me sont venus en écoutant Pierre sur la manière de relier les personnes entre elles, de relier les événements entre eux, de faire en sorte que la relation optimise également la qualité du vécu, la qualité de l'expérience dans le champ du tourisme. Et là, on est véritablement dans une optimisation relationnelle, dans cette intelligence du collectif qui a aussi énormément de modèles différents et de sources d'inspiration à nous offrir dans les systèmes vivants. Alors, dans les applications industrielles, on a un petit peu l'habitude de présenter cette diapositive dans laquelle il n'y a pas grand-chose qui relève du tourisme, sauf si on regarde en quoi le tourisme est intéressé par l'alimentation, est intéressé par la santé, est intéressé finalement aussi par les matériaux, la construction. Donc, finalement, dans ces domaines d'application, on voit bien que des entreprises qui innoveraient dans leurs produits, dans les fournitures destinées au tourisme, en s'inspirant du vivant, peuvent tout à fait constituer une manière de faire évoluer le tourisme vers des niveaux de responsabilité, de meilleure intégration à la nature. Je vais prendre un exemple ici, par exemple, avec ce scarabée qui vit dans le désert du Namib et qui a été observé. Donc le désert du Namib, qui est un des plus anciens du monde, un désert sableux, qui fait face à l'océan Atlantique, au sud de l'Afrique, donc orienté vers l'ouest, est un désert où il ne pleut jamais. Et pourtant, il y a de la vie. Et comme ce scarabée qui, au petit matin, va monter en haut d'une dune et faire condenser l'humidité qui vient de l'océan. Et cette condensation de l'humidité qui vient de l'océan sur sa carapace, qui est structurée de manière à favoriser la condensation, va être sa seule source d'eau pour vivre. On peut aussi évoquer des cactées, un certain nombre de plantes ou d'autres organismes qui ont des stratégies pour utiliser comme source d'eau uniquement l'humidité atmosphérique. On peut imaginer de la même manière que dans certaines situations de destination touristique, il pourrait être intéressant de faire des filets dédiés à la récolte de l'eau de pluie et ensuite donner aussi la perception aux personnes qui séjourneraient sur place d'une plus grande intégration de la personne, des humains présents à l'écosystème et d'une meilleure compréhension, d'une meilleure intégration de cette compréhension avec la manière dont la vie se débrouille dans des conditions parfois tout à fait extrêmes. Alors, j'ai cherché un titre et une manière de désigner cette approche
que je vous soumets. Hein. Je n'aurai pas l'arrogance de penser que c'est véritablement une leçon à apprendre et à appliquer telle qu'elle, mais plutôt une manière justement d'intégrer cette réflexion eh bien, à vos activités, aux responsabilités que vous avez. Eh bien, comment on peut faire évoluer le tourisme en s'appuyant sur cette capacité du vivant à coopérer, à créer de la valeur collectivement, à utiliser de manière optimale l'information disponible pour régénérer finalement ce qui est indispensable au fonctionnement de l'activité touristique, à savoir avoir des ressources qui persistent, avoir des ressources qui prospèrent au lieu de s'épuiser au fil de l'utilisation de ces ressources. Une caractéristique, et je discutais de cette question et de ce sujet avec un ami qui est lui plutôt dans le secteur numérique, et il me disait, il y a en fait ce qui caractérise le tourisme par rapport au milieu naturel, eh bien, c'est que l'attractivité du milieu naturel, dans lequel on va voir des randonneurs, des gens qui vont se promener, qui profitent je dirais, de la qualité d'un site naturel, d'un site dans lequel il y a des organismes vivants, ainsi de suite. Eh bien, le problème, c'est qu'à la différence, par exemple, d'un Disney World, eh bien, ça n'a pas été fabriqué pour résister à une présence importante, répétée. Et donc, il y a un risque, bel et bien, de dégradation de cette ressource utilisée par le tourisme. Comment on va faire? Et c'est pour ça que cette notion de régénératif, qui d'ailleurs est utilisée aujourd'hui, on parle aussi d'économie régénérative. À partir du moment où il y a un épuisement des ressources naturelles du fait qu'on est plus dans une économie linéaire, on consomme des matières, on les transforme, elles sont utilisées et ensuite on les jette, économie linéaire. Dans une économie circulaire, on a besoin que ces ressources nécessaires à l'économie soient régénérées. Donc, comment on va entrer dans un système plus symbiotique, dans lequel les associations entre les différents participants à cette biosphère, l'homme y compris, sont bénéficiaires de la valeur créée, tous ensemble. Comment on peut aussi régénérer les ressources naturelles? Alors cette notion de service écosystémique, je ne suis pas certain qu'elle vous soit familière, peut-être je vais demander, est-ce que quelqu'un connaît ici, qui connaît l'expression service écosystémique? Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que c'est qu'un service écosystémique? D'abord, on peut observer qu'il y a des choses relativement évidentes. Hein. La photosynthèse, c'est un service qui est rendu et qui n'a pas de coût pour une entreprise. On peut planter des arbres pour dire je veux avoir du bois, et à ce moment-là, eh bien, la photosynthèse, je dirais le fonctionnement, la capacité d'une graine à se transformer en arbre qui va produire du bois, finalement, ça, on n'a pas besoin de le payer. C'est bel et bien le capital naturel, c'est la capacité d'un végétal à fixer de l'énergie et du carbone, eh bien, qui va produire eh bien, le bois, et toute cette logique de fonctionnement du vivant fournit, sans qu'on ait besoin de le financer, des ressources. La difficulté, comme je l'expliquais précédemment, eh bien, c'est que tout cela se dégrade, notamment avec des activités touristiques. Bon, je ne sais pas si, comme moi, vous avez vu qu'on affrète aujourd'hui des bateaux pour aller au pôle Sud, voir les manchots empereurs couver leurs œufs. Je veux dire, ouais, on est en train de dégrader ce qui fait l'attractivité, probablement, du tourisme dans les pôles. Voilà, donc posons-nous la question, finalement, toute cette richesse, eh bien, elle constitue un capital sur lequel le tourisme doit être absolument vigilant pour que ce capital persiste et ne se dégrade pas. Alors, il y a ce capital culturel dans lequel on voit, oui, loisirs, écotourisme, et puis des valeurs spirituelles. Donc, dans ces services écosystémiques, et on est typiquement dans finalement, ce que le tourisme vert ou l'écotourisme peut aller chercher dans un milieu, eh bien, c'est justement ce que la nature nous procure en tant que bien-être et comme ressource, finalement, pour avoir des séjours inoubliables, agréables, des expériences, des surprises. Hein, voilà, la surprise de rencontrer un oiseau, un champ, un animal, une plante qu'on n'avait jamais vue. Voilà, tout ça, ça fonctionne naturellement
et c'est ce qu'on appelle donc des services écosystémiques. Vous pourrez bien évidemment retrouver tout ça assez facilement. Alors, il y a un cahier des charges du vivant, et dans une large mesure, ce cahier des charges va permettre de se poser la question. Une offre touristique, la manière dont elle est conçue, dont elle est mise en œuvre, eh bien, est-ce qu'elle va répondre à ce cahier des charges? Jusqu'où? Dans le domaine de l'énergie, d'où vient l'énergie? Est-ce que finalement on va se raccorder à un réseau qui rapporte de l'électricité de très très loin, ou est-ce qu'on va fonctionner davantage avec de l'énergie locale, de préférence solaire? Est-ce que l'activité va séquestrer du carbone? Et là, très simplement, à part les plantes, on n'a pas beaucoup de solutions pour séquestrer du carbone. Alors, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans des solutions directement applicables au tourisme. Simplement, voilà, j'essaie d'ouvrir le champ sur eh bien, différents aspects du cahier des charges du vivant qui peuvent ensuite vous inspirer. Sur les matériaux, eh bien, voilà, le vivant fabrique, je l'ai dit déjà tout à l'heure, avec une chimie extrêmement restreinte, simplement en organisant la matière. L'auto-assemblage, la réparabilité, l'association de matériaux pour remplir des fonctions nouvelles, eh bien, c'est aussi un des aspects des matériaux du vivant. La chimie, hein, j'en ai parlé déjà tout à l'heure à propos des éléments carbone, hydrogène, oxygène, azote, qui finalement se conjuguent. Hein, on parlait à une époque, on n'utilise plus trop l'expression, hydrate de carbone. Hein, H2O plus CO2, et puis on va faire pas mal de choses qui vont pouvoir ensuite se complexifier. Tout se passe dans l'eau, et finalement, c'est la chimie qui va déclencher la fabrique du vivant. L'information, en fait, l'information dans le vivant, et en filigrane, c'est bel et bien une notion qu'on a avec tous les exemples hein, sur voilà, la réutilisation des produits, la mise en valeur d'expériences à partager, le fait de rassembler des personnes autour, finalement 300 personnes autour d'un repas qui a été fait par les gens. Voilà, tout ça, finalement, c'est de l'information. Et le vivant fonctionne comme ça. Je prends juste un exemple. Les capacités de communication du vivant sont tout à fait exceptionnelles par rapport à ce qu'on est capable de faire nous-mêmes. Je prends juste l'exemple du Bombix, vous savez, le Bombix du mûrier, hein, qui fait le verre à soie. Eh bien, en fait, il a des capteurs olfactifs qui sont capables de repérer, donc les mâles sont capables de repérer une femelle à 10 km. C'est dire la dilution et la sensibilité du capteur olfactif. Et on a comme ça des exemples à l'appel. L'information est la clé de la réussite. Le Bombix, ça va lui permettre finalement de continuer à se reproduire dans des situations de raréfaction et de baisse démographique. Donc il y a des éléments comme ça qui sont tout à fait essentiels. On parle aussi en matière de biomimétisme, on parle d'algorithmes génétiques. La manière dont la génétique est capable d'arriver plus rapidement à une solution peut être appliquée dans la résolution de problèmes, par exemple sur le choix de trajectoire de déplacement. L'utilisation de l'eau comme solvant universel et avec donc des systèmes, je vous en parlais à propos de ce scarabée du désert du Namib, eh bien l'eau est un élément clé pour le fonctionnement du vivant. Donc on a une convergence très forte entre ce cahier des charges et le cahier des charges du développement durable, et puis on s'inscrit parfaitement dans le champ des politiques en matière de transition écologique, énergétique, je dirais des transitions en général, et moi j'aime bien parler de métamorphose, puisque dans une métamorphose, si on prend l'exemple d'un papillon, le dernier stade de la chenille, quand il constitue sa chrysalide ou s'enferme dans son cocon, eh bien, ne va plus consommer aucune matière. Il va juste transformer la matière qu'il a accumulée pendant les stades larvaires jusqu'à le dernier stade de la chenille et se transformer en un autre organisme sans consommer davantage de matière. C'est juste de la réorganisation. C'est quoi? C'est l'expression de son code génétique jusqu'au stade où le papillon va pouvoir se reproduire. Donc on a une gestion optimisée de l'information à l'intérieur de l'organisme de manière à arriver à
je dirais, ces possibilités de métamorphose qui constituent véritablement un modèle à suivre. Alors on va essayer d'aller vers des choses assez pratiques. Comprendre le vivant donc, dans ces 3 niveaux, c'est probablement une motivation tout à fait importante dans l'organisation d'un tourisme biomimétique, dans un tourisme qui est susceptible de tirer les leçons de la nature et finalement d'apporter de nouvelles expériences aux touristes qui aura choisi une destination, choisi un lieu, le motiver sur la compréhension du vivant, sur l'explication. On est bien sûr dans le champ de l'écotourisme, hein, de l'initiation à l'environnement, hein, comme on le dit avec les CPIE notamment, et une intégration de la compréhension du vivant au séjour touristique et donner du sens au fait que nous sommes vivants, nous sommes à l'intérieur de la biosphère et nous sommes en coopération permanente avec des êtres vivants, ça va véritablement donner un sens supplémentaire aux personnes qui arrivent à un endroit, qui découvrent non seulement les gens, la culture, la cuisine, les monuments, mais qui vont aussi découvrir ce qui fait les caractéristiques vivantes du lieu où ils sont et les interactions qu'il y a entre les personnes qui habitent et du coup les interactions qu'on peut découvrir. Donc là, il y a véritablement un gisement particulièrement intéressant, compréhension du vivant, découverte des performances du vivant et recherche de solutions inspirées de ce que le vivant peut faire. Alors, je ne vous le décline pas plus en détail que ça, c'est un schéma qui a été construit il y a assez récemment au CBIOS, justement pour développer une autre, je dirais, une autre déclinaison du biomimétisme que celle qui est faite aujourd'hui dans le champ de l'industrie. Hein, nous travaillons beaucoup avec des designers, des concepteurs de produits industriels, des concepteurs de procédés pour tirer les leçons du vivant sur une mise en œuvre de cette connaissance, de cette intelligence du vivant dans la fabrication de matériaux, dans la construction, beaucoup en architecture bien sûr. Et en fait, l'approche, et je fais partie donc du pôle territoire du CBIOS, eh bien l'approche, je dirais, organisationnelle, expérientielle, régénérative, qui est celle que le biomimétisme peut également inspirer, eh bien c'est celle-ci. Et donc je vous l'explique en quelques mots. La compréhension du vivant va effectivement nous amener à nous ressentir comme faisant partie du vivant et étant davantage dans cette interaction avec une recherche d'interaction non pas négative comme « ou une araignée, je fuis parce que j'ai peur qu'elle me pique », mais une araignée, je vais essayer de comprendre comment elle vit, dans quelle mesure elle est dangereuse ou au contraire totalement inoffensive pour moi, et finalement, quel est son rôle à l'intérieur du milieu dans lequel je me trouve. Il y a la nécessité de franchir cette barrière de l'inconnu face à un vivant auquel on a tourné le dos. Et j'ai envie de dire, ce n'est pas d'aujourd'hui. Descartes, dans son discours de la méthode au XVIIe siècle, écrivait « Il faut que l'homme se rende comme maître et possesseur de la nature ». Alors, le biomimétisme étant une philosophie, je veux dire, il est vraiment à contre-courant de cette affirmation qui, bien sûr, doit être mise en contexte. Hein, les sciences qui émergeaient et dont Descartes était friand pouvaient apparaître comme une solution à tous les maux de l'humanité et, par exemple, aux famines, aux maladies et ainsi de suite. Donc, bien sûr, mais considérer que ce qui existe par soi-même, la nature, c'est ce qui est né, ce qui existe par soi-même, dire que finalement c'est moins, je dirais, il y a moins à attendre de la nature que de la techné, hein, ce que l'homme réalise, eh bien c'était quand même une très grossière erreur et ça a posé véritablement, ça a plombé probablement notre vision, notre société, y compris avec les révolutions industrielles, notamment celle du charbon et de la machine à vapeur, qui ont, je dirais, poussé l'homme à se croire au-dessus de tout ça, à croire qu'il allait véritablement pouvoir développer des solutions contre la nature. Et il y a une véritable erreur à tout ça, et ça va donc commencer par une compréhension du vivant qui fasse évoluer notre rapport au vivant. Donc, comprendre le vivant pour s'en inspirer, oui, innover par le vivant, regarder ce que le vivant est capable de faire, se poser la question des services qui sont rendus, des fonctions qui sont remplies, plutôt que, ben voilà, oui, c'est une couleur sympathique, mais à quoi ça sert ?
Par exemple, le papillon morpho, hein, qui est un grand classique avec ses ailes bleues, bleu nacré, extrêmement belles. D'abord, c'est pas le bleu ne vient pas d'un pigment dans les ailes, c'est simplement le traitement de la lumière par ces écailles, et donc les nanostructures des écailles des ailes de morpho, qui vont renvoyer de manière différente la lumière. Je parlais tout à l'heure de multifonctionnalité. En fait, ce n'est pas uniquement une question de couleur par rapport à la réflexion et éventuellement donc le regard que peuvent porter d'autres animaux sur ce papillon. Ça a également un rôle par rapport à la température. Et donc, cette longueur d'onde a une fonction également pour gérer finalement le flux incident de lumière et donc réguler la température. Eh bien, cette capacité des écailles du morpho à réguler la température ont inspiré les fabricants de panneaux photovoltaïques pour modifier les revêtements des panneaux pour que, de la même manière, l'échauffement soit moindre et donc qu'il y ait une meilleure rentabilité aux panneaux. Si on va plus loin, il y a des papillons dont les écailles sont capables d'amortir, des papillons nocturnes dont les écailles sont capables d'amortir les ultrasons d'écolocation des chauves-souris qui vont manger ces papillons. Normalement, s'ils y arrivent, si les chauves-souris y arrivent, sauf que le papillon avec ses écailles va modifier l'onde qui retourne vers la chauve-souris et donc décaler le message. Donc le papillon va échapper à la chauve-souris grâce à ses écailles. Donc encore des systèmes extrêmement élaborés et complexes qui nécessitent de se poser la question comment ça fonctionne, comment on peut s'en inspirer. Là intervient ce que je vous ai montré tout à l'heure, à savoir qu'il faut bel et bien passer par l'éco-conception, se poser la question du cycle de vie des produits. Quelles sont les matières? Où est-ce qu'on les trouve? Quel transport? Comment on fabrique? Quelle consommation énergétique? Est-ce qu'on consomme des matériaux qui vont pouvoir être recyclés? Combien coûte toute cette extraction? Combien elle pèse sur le bilan carbone et les émissions de gaz à effet de serre? Donc cette réflexion sur le cycle de vie total, c'est ce qui va constituer la base de l'éco-conception, non seulement des produits, mais aussi des services. Et en l'occurrence, dans le secteur touristique, c'est surtout des services. Je ne sais pas à quelle distance je suis du temps imparti. C'était normalement 55. Il est 44, merci. Donc je pense que je vais pouvoir boucler et avoir quelques échanges avec vous dans le prolongement de tout ça. Donc cette compréhension va permettre d'innover avec une éco-conception qui va favoriser l'amélioration des conditions de vie, mais également dans une logique de préservation du vivant, parce que l'intégration de la connaissance du vivant et du champ d'innovation nécessaire pour découvrir de nouvelles façons de produire de manière plus efficiente, de manière plus responsable, ça va permettre bel et bien d'améliorer les services écosystémiques qui résultent, en l'occurrence, des milieux qui sont utilisés par une activité touristique et qui ne doivent pas être dégradés par cette activité. Et donc, à l'inverse, le but étant de préserver. Valoriser la richesse de la biodiversité, ça va finalement alimenter encore, comme on voit, comment la biodiversité peut se régénérer quand on l'aborde différemment, quand on la respecte davantage, quand on la favorise éventuellement. Je pense par exemple le recyclage des déchets organiques d'une activité touristique locale qui va favoriser le développement de lombriques, qui va favoriser la diversité des plantations qui sont autour du lieu. On rentre dans une logique d'intégration à l'écosystème et d'enrichissement de la biodiversité qui devient visible et qui amène à améliorer encore la compréhension du vivant. Toute cette mécanique qui n'est pas étrangère à l'homme, mais qui est véritablement associée à l'humanité depuis ses origines, une fois qu'on la comprend, ce cycle devient véritablement un cycle vertueux, un cycle qui favorise un développement soutenable, avec un effet retour. On innove donc par le vivant, en observant, en comprenant comment fonctionne le vivant, comment les êtres vivants entre eux coopèrent, favorisent une création de valeur au bénéfice, le mot n'a pas été prononcé je crois jusqu'ici, au bénéfice des communs. Finalement, ces écosystèmes qui produisent des services, ils bénéficient à tous. Et là,
encore une fois, avec cette approche extrêmement focalisée sur l'économie, focalisée sur ce qui peut être mesuré financièrement dans une activité, eh bien, ça laisse de côté ce qu'on appelle les externalités, à savoir des choses qui n'entrent pas dans la comptabilité des entreprises ou dans la comptabilité de l'État. Et là, il nous manque quelque chose. Il nous manque bel et bien un indicateur pour savoir quelle est finalement la vertu effective de ce cycle. Donc, voilà sur ce schéma. Alors, je vous en présente un autre qui est en fait un schéma qui montre bien comment l'économie régénérative va intégrer, donc ici on a la barre horizontale en dessous de laquelle on considère que, eh bien, on a une approche centrée sur l'homme qui dégénère les ressources naturelles. Il y a une progression avec une optimisation de la consommation des ressources. Et puis on a dit, bah oui, il faut commencer à conserver. Hein. Le parc de Yellowstone étant le premier dans le monde qui a voilà, bénéficié d'une protection. On a dit, voilà, ça a de la valeur. Eh bien, oui, ok, on a commencé à considérer avec l'économie est devenue un peu plus compatible avec le respect de l'environnement, le respect des écosystèmes. Et puis, à partir du moment où on considère avec le biomimétisme et l'appréciation du vivant, et non plus la dépréciation comme étant juste une source de ressources supposément inépuisable, eh bien, on entre dans une logique de régénération. Donc, ce schéma que je n'ai pas spécifiquement traduit pour le champ du tourisme reste tout à fait applicable et intéressant par rapport à cette progression vers un tourisme régénératif. À partir du moment où on intègre la connaissance du vivant, la compréhension de celui-ci et la recherche d'amélioration basée sur les modes de fonctionnement du vivant, dans tous les domaines que je vous ai indiqués, eh bien, on est bel et bien sur la voie du régénératif. Alors, je vais reprendre ce schéma et plutôt pour vous retourner la question, qui peut faire du coup un petit peu débat. Et je ne vous ai effectivement pas donné beaucoup d'exemples, mais la conférence de Pierre m'a donné une idée de recyclage d'idées. Est-ce que vous savez ce que c'est? Voilà, donc c'est une bardane dont les fleurs sont fanées et qui est en train de faire ses fruits. Bah, la bardane, vous savez à quoi ça a servi, hein, ces crochets un petit peu dans tous les sens qui permettaient donc à l'inventeur du velcro, hein, qui ont permis de dire tiens, c'est intéressant, ça s'accroche au poil de mon chien, je peux le décrocher, le raccrocher. Il a inventé le velcro comme ça. Et donc, ok, le velcro, je vous ai dit tout le bien que j'en pense, et en quoi le velcro n'est pas éco-conçu, et donc laisse des déchets qui ne peuvent pas être réincorporés au cycle biogéochimique. Et là, je vais vous poser une question. Vous savez pourquoi, d'ailleurs, la bardane, les fruits de bardane s'accrochent au poil des animaux? Pour disséminer ces graines. C'est-à-dire que les graines produites par un pied de bardane vont être transportées par des animaux qui passent tout contre, dont les fruits s'accrochent, et puis quand le fruit tombera, eh bien, les graines vont pouvoir germer quand les conditions seront réunies. À quoi ça vous fait penser par rapport à des choses qu'on a vues tout à l'heure avec la conférence de Pierre? Je me suis dit, tiens, mais on a exactement un système de covoiturage. On a du covoiturage, et j'y avais pas pensé jusqu'ici. Mais je suis persuadé que dans les différents champs d'activité, en matière de transport, en matière de consommation, en matière d'hébergement, il y a une foule d'observations du vivant que vous allez pouvoir faire, sur laquelle vous allez pouvoir approfondir, questionner, partager même avec les touristes qui viennent vous voir et leur dire bah tiens, on va se faire un challenge, on va regarder ce qui pousse, ce qui vit autour de là où on est. On va se dire est-ce qu'il n'y a pas un service là derrière? Est-ce qu'on ne pourrait pas s'en inspirer pour eh bien, que la qualité du séjour soit meilleure? Et la qualité du séjour, bah, c'est l'étonnement, c'est la surprise, c'est la découverte, c'est le sentiment d'appartenir à un monde plus vaste, de ne pas être seul dans son coin avec ses handicaps individuels, mais plutôt à être en relation avec le monde.
Et donc, je vous invite éventuellement donc à revenir sur ce schéma et à vous poser la question, est-ce que dans le vivant, est-ce qu'il y a des choses qui vont permettre, voilà, dans les déplacements, on a trouvé que finalement la bardane qui a inspiré le velcro peut inspirer d'autres choses. Le transport par des animaux, on appelle ça la zoochorie, la dissémination par les animaux, et il y en a d'autres, la dissémination par le vent. Je pense qu'il y a un effet secondaire. À propos de biométisme dans le domaine marin, aujourd'hui on développe des solutions inspirées du vivant pour se déplacer dans l'eau. Est-ce que vous avez déjà vu des hélices sur des organismes marins? Ben non, mais dans l'air. Voilà, les fruits d'érable, les samars, qui tombent en tournoyant comme ça, donc en ralentissant leur chute, pour pouvoir être emportés par une rafale de vent un petit peu plus loin. Donc, ralentissement de la chute, déplacement plus loin par rapport au pied. Donc, effectivement, il y a ça. Eh bien, on va se déplacer en imitant les organismes marins. Comment? Eh bien, en faisant des systèmes de moteurs avec tout simplement une forme de nageoire. Alors, il y a différentes façons de réaliser cette nageoire. On a même utilisé ce mouvement je dirais, d'ondulation pour fabriquer des pompes cardiaques, des simulateurs cardiaques qui tournent avec une membrane qui fait pompe. Et ça fonctionne extrêmement bien, tout ça étant inspiré de l'observation voilà, des animaux marins et de leur capacité à onduler de manière extrêmement efficiente sur le plan énergétique, voilà, et sans fatigue mécanique. Voilà, écoutez, j'arrive au bout de ma présentation, de ce que j'avais prévu de vous montrer. J'ai vraiment le sentiment de vous emmener un petit peu plus loin sur le chemin sans véritablement vous proposer de solutions, mais simplement une façon d'aborder cette question. Comment le vivant peut inspirer un tourisme plus responsable, plus performant, plus agréable, plus attractif? Qu'en pensez-vous? Merci de votre attention en tout cas. Est-ce que vous souhaitez aborder des sujets qui vous intéressent ou des questions sur ce que j'ai pu vous expliquer? Il faut faire passer un micro, oui, voilà. Donc si vous voulez poser une question, intervenir. Oui, merci. Merci. Oui, c'est en effet une intervention qui amène à se poser des questions, à regarder peut-être les choses différemment, sans forcément avoir une boîte à outils qui permettrait éventuellement de dupliquer. Moi, la démarche me convient à titre personnel. Elle m'interroge un peu plus à titre professionnel parce que on est quand même à un moment où si on ne fait pas du collectif dans cette dimension du respect du vivant et de la réintégration du vivant dans nos réflexions et dans nos actions, ça restera des grands sujets de débat, mais avec malheureusement peu d'illustrations. Et là, je reviens à ce que disait Pierre tout à l'heure. Moi, ce que je cherche et ce que je n'arrive pas, c'est comment partir à partir des fondamentaux très clairs par l'expérimentation plus que par l'innovation. D'ailleurs, c'est par l'expérimentation en temps réel à essayer d'amorcer cette fameuse pompe. Et ça, je trouve ça complexe parce que comprendre le vivant, je dis pas, c'est pas facile. L'apprivoiser je pense qu'il y a plein de champs d'application, mais je n'arrive pas à trouver actuellement une démarche qui permettrait de dire on s'en fout si on a raison ou on a tort, mais en tous les cas, essayons. Et de pouvoir expérimenter et qui donne la vertu finalement pédagogique, de dire c'est possible, y compris de se tromper. Et c'est un peu tout ça, parce que la démarche, je passe pas mal de temps à titre perso à m'intéresser à ce genre de choses, je fais partie des gens, au bout d'un moment, à force de lire et de rencontrer, on finit par avoir plus de doutes sceptiques ou méthodiques que de voilà, vous comprenez ce que je veux dire, et je pense qu'il faut arriver. Je me disais, tiens, c'est une démarche, si je devais l'expliquer à mes sociopros,
eh ben, je suis pas bien là. Alors, je sais qu'il y a certains élus, y compris des élus de mon territoire, qui sont dans cette salle, qu'on intègre ces dimensions par rapport à demain des permis de construire, l'éco-durabilité des matériaux. Enfin, il y a plein de choses comme ça qu'on pourrait en effet rentrer dans des cahiers des charges de moyen et de long terme. Mais au quotidien, vous voyez, je ne sais pas comment animer une démarche pour essayer de dire, allez, on essaye, pas chiche, cap. Effectivement, alors comment on amène un secteur d'activité, des personnes, des entreprises, voilà, au biomimétisme? Ben, on va d'abord commencer à leur expliquer ce que c'est que la vie, de quoi c'est fait, et notamment je dirais d'essayer de laisser de côté l'idée que c'est simple. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que c'est à la fois une ouverture d'esprit sur je ne peux pas tout comprendre, l'homme n'est pas tout puissant. Ce qu'a dit Descartes, c'était une bêtise. En tout cas, ça ne nous a pas amené dans la bonne direction. Donc, reposons-nous les questions à la base, soyons humbles et abordons les choses par l'expérimentation, par la découverte directe. Et je pense que de ce point de vue-là, on n'est pas loin de ce que Pierre nous expliquait tout à l'heure. Il faut avoir des surprises, il faut accepter de se questionner et il faut faire ça collectivement. L'intelligence collective, liée à l'observation du vivant, elle est extrêmement stimulée. Voilà, le doute, les éclairages sous différents angles d'une réalité observée par plusieurs personnes vont véritablement amener un progrès collectif. Ça prend du temps. La nature a besoin de temps. Je pensais à quelque chose à propos de collectif. Je me dis, mais est-ce que ça serait complètement farfelu que de faire découvrir à un groupe de personnes, de touristes, de gens qui visitent, je ne sais pas, une région où il y a les apiculteurs, on va aller voir une ruche et on va se poser la question comment les ruches repèrent les zones où il y a des fleurs et comment elles communiquent entre elles sur là où il faut aller butiner. Est-ce que vous avez déjà un embryon de réponse? C'est quelque chose qui a été découvert il y a très très longtemps. Et je pense qu'il y aurait matière à expérience, oui. Voilà. La danse des abeilles à l'entrée de la ruche par les butineuses les plus expérimentées qui, avec la manière dont elles dansent, et cette danse elle a été décrite, eh bien, vont enseigner aux jeunes butineuses, à celles qui sont passées du stade de s'occuper des larves au stade je peux aller butiner, eh bien, d'acquérir cette expérience. Ben, je pense qu'il y aurait là une expérience tout à fait inoubliable et extrêmement fondatrice d'un nouveau regard sur le vivant, et notamment sur les insectes. Dieu sait si c'est un petit peu les parents pauvres dans la biodiversité. Je pense qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire. Et ça, c'est peut-être le résultat d'un groupe dans lequel il y a un apiculteur qui va expliquer tout ça. Pareil sur le mode de décision. Une ruche qui décide, qui lance un essaimage parce que voilà, il y a une nouvelle reine qui est née, donc des reines qui ont été élevées à la gelée royale et ainsi de suite. Eh bien, comment c'est décidé? Mettons en situation cette question pour se poser la question de la gouvernance, de la manière dont un groupe fonctionne, de la manière dont on prend une décision à plusieurs. Il y a énormément de situations qui sont liées finalement à ce fonctionnement collectif, à cette intelligence collective du vivant qui permettent à la fois d'avoir un regard plus interrogatif et bienveillant vis-à-vis de la nature et en même temps de se poser la question de nos limites et de nos capacités à progresser. Donc c'est extrêmement fertile tout ça. Sauf qu'il y a bel et bien un point de départ, une initiation. Quelle est l'intention? C'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire et très clairement, ça ne se prête pas vraiment à une conférence un peu péremptoire, comme on le fait avec les sujets d'innovation bio-inspirés dans le domaine industriel. Là, on peut y aller, quoi. On peut, voilà, les pompes, les puces bio-inspirées neuronales avec de la mémoire dedans. Je veux dire, j'aurais pu vous en sortir des centaines. Mais en matière de tourisme, on va être obligé de réinventer quelque chose en allant chercher finalement des illustrations de ce que Pierre nous a présenté tout à l'heure. Je suis allé le voir en lui disant, il y a une bonne dizaine de sujets sur lesquels on peut mettre en face une situation et des compétences des organismes vivants. Merci pour votre question. Juste, je vous donne la parole. Juste pour rebondir, ce que vous expliquez là, je comprends. On est plus dans le domaine de la médiation, c'est-à-dire d'utiliser le tourisme comme un vecteur
d'attirer, mais on n'est pas dans la proactivité. On est uniquement dans le domaine de la sensibilisation de nos touristes, donc de nos habitants. À la limite, allons plus loin. Tout à fait, ça pourrait s'appliquer à plein d'autres sujets. Mais pas forcément à cette notion de... Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. C'est pour ça aussi que j'ai essayé de sortir les mots-clés du tourisme en disant, ben voilà, c'est probablement sur cet éventail de notions qui serait intéressant d'aller questionner le vivant. Bon, ça me fait penser à quelque chose. Je voulais vous demander, est-ce que dans la nature, vous savez, ici, il y a un exemple de tourisme, comme on le vit, nous. C'est-à-dire, je ne sais pas moi, des animaux, des zèbres, par exemple, qui seraient invités chez les éléphants à y passer un moment pour vivre comme eux, comme on le fait, nous, en tourisme. Enfin, là, c'est un peu caricatural, mais... Oui, et comment la nature, si ça existe, comment elle s'en sort? Et est-ce qu'elle finit par dégrader son habitat ou pas? Merci, excellente question. Je pense qu'il y a vraiment matière à approfondir. Alors, déjà, un truc que je peux vous dire, et je le tiens de quelqu'un qui l'avait observé en direct, les êtres vivants connaissent le jeu. En l'occurrence, c'est un forestier en Côte d'Ivoire qui avait observé des éléphants qui faisaient du toboggan sur les rives d'une grande rivière. Et il observait que les vieux étaient aidés par les moins vieux et les jeunes aussi entraient dans la danse juste par une entraide mutuelle. Cette entraide, d'ailleurs il y a un livre qui traite de ça, hein, l'entraide, l'autre loi de la jungle, de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle, qui est extrêmement intéressante parce qu'on a aussi une vision, d'ailleurs héritée du sous-titre de l'évolution des espèces de Darwin, hein, Struggle for Life, c'est-à-dire en gros il faut se tuer les uns les autres pour réussir. C'est pas très, c'est à la fois un peu faux, voilà. Mais je vais revenir à votre question. Le tourisme, peut-être pas, mais il faudrait savoir ce qu'ils en pensent. En revanche, la cohabitation, la coexistence, le commensalisme, la coopération à des échelles diverses, ça existe. Je pense en particulier à des nids de tisserins, une espèce qui fait des nids de plusieurs centaines d'individus qui accueillent volontiers d'autres espèces d'oiseaux, et pas que d'oiseaux, mais d'autres espèces d'oiseaux, parmi lesquelles certaines sont même des prédateurs potentiels. Et donc il y a une sorte de négociation sur cette coexistence pacifique qui pourrait quelque part s'apparenter à ben, « je veux bien vous accueillir, venez chez moi, vous aurez un certain nombre de services, peut-être pas le couvert à 100% hein, vis-à-vis d'un prédateur, mais en tout cas cette logique elle existe. Et elle est très très largement ignorée. Les symbioses, les coopérations, le mutualisme, la manière de créer collectivement de la valeur, Jean-Marie Pelt, le regretté Jean-Marie Pelt, qui a écrit énormément de choses passionnantes sur la nature, le vivant, a émis quelque chose que je trouve vraiment fantastique, qui s'appelle le principe d'associativité. Le principe d'associativité pose que quand deux entités ayant chacune leur propriété s'associent, eh bien, ça crée une nouvelle entité qui a des nouvelles propriétés. Il y a un exemple dans la chimie, donc ça ne vaut pas que pour le vivant, bien sûr, mais dans la chimie, quand on met de l'hydrogène et de l'oxygène ensemble, d'abord, ça fait une grosse explosion, ça produit de l'eau. Et l'eau n'est pas ni l'hydrogène gazeux, ni l'oxygène gazeux. Donc, un principe qui est extrêmement pertinent et qui fonctionne très très largement dans le vivant. Les associations, les symbioses, je vais monter un peu plus loin. À force de coopérer entre eux, les premiers organismes vivants qui n'étaient pas des cellules, qui étaient des bactéries, qui étaient des archées, ont commencé à avoir des coopérations. Je te fournis un peu d'énergie, tu me fournis un peu de glucides et on va s'arranger comme ça. Ça s'est pérennisé, c'est devenu les premières cellules de la vie. Nos cellules sont les mêmes que les cellules des végétaux et de l'immense majorité des êtres vivants. Nos cellules sont faites sur le même modèle. La pile est la même. Regardez comment on fait pour trouver les standards communs en matière d'alimentation électrique. Ouais, avec les prises USB, voilà, 5 volts, on a commencé à voir. Mais vous voyez, chaque fois, il y a des propriétaires. Hein, un format propriétaire. Ah ben non, nous, ça marche que sur nos appareils. Donc il y a un souci avec ça. Donc, le champ de la coopération, de l'accueil, de être bien ensemble, trouver du plaisir, vivre plus longtemps, tout ça, ça fonctionne dans le vivant. Et il y a des tonnes d'exemples, et je pense que ça peut alimenter une philosophie de tourisme bio-inspiré et responsable
auquel il faut bel et bien travailler. Ça ne tombe pas comme ça. Je vous en prie. C'est-à-dire, concernant la capacité de certains animaux ou d'éléments naturels, je prends les animaux parce qu'ils sont plus faciles à observer, qui sont tout à fait adaptés aussi aux flux touristiques. Je pense aux singes en Asie du Sud-Est, qui ont même complètement modifié leur comportement pour profiter de cette manne. Et quelque part, ça nous paraît incongru. Est-ce que ça l'est autant? J'ai pas lu grand-chose sur... est-ce que ça est-ce que c'est négatif pour eux? Et on le verrait même dans le vivant en général, et peut-être en m'opposant gentiment, un peu provoque, à certains, on va dire, intégristes de l'écologie, qui est de dire certaines fois la transformation par l'homme de certains endroits, où l'agriculture notamment, va faire émerger des éléments naturels qui sont parfois intéressants à explorer. Et actuellement, nous, on est sur un bras de fer. Il y a des groupes de viticulteurs qui sont sur un bras de fer parce que le fait d'avoir défriché a ramené des plantes protégées. Et du coup, faut-il protéger, donc sacraliser, donc sanctuariser? Voilà, il y a un grand débat là-dessus. Et plutôt, ce serait pas plutôt de dire, est-ce que justement, il n'y a pas des méthodes d'exploitation au sens large qui pourraient favoriser la réémergence de certaines espèces plutôt que les... Vous voyez ce que je veux dire? Oui. La conséquence n'est pas toujours négative. Non, certainement, une perturbation de notre point de vue, déjà, n'est pas forcément une perturbation du point de vue, entre guillemets, des espèces concernées. Mais pour avoir pas mal travaillé dans le domaine des forêts tropicales, très clairement, la régénération forestière naturelle réclame que de temps en temps, un arbre tombe, fasse une clairière, et que dans cette clairière germent des espèces végétales, mais aussi aient une nouvelle possibilité de développement des espèces animales, voilà, qui sont associées, qui nécessitent d'avoir de la lumière du soleil qui arrive jusqu'au sol. Hein, dans une forêt primaire tropicale, il arrive 2% du soleil de la canopée. C'est pour ça d'ailleurs que la vie se situe essentiellement vers la canopée. Mais pour que la vie redescende et se développe au sol, eh bien, il faut bel et bien un événement. Cette résilience est productive. Oui, alors, mais encore une fois, c'est une question de point de vue, c'est aussi une question d'échelle de temps et de capacité de résilience des espèces. On parle beaucoup des questions des espèces invasives. Ben oui, parce que ce sont des espèces qui ont une capacité à occuper des niches vides, bien sûr, mais à chasser de leur niche des espèces qui étaient déjà présentes. Donc effectivement, la dynamique de chaque espèce est différente et l'équilibre n'est jamais statique. Et pour que l'évolution des espèces se poursuive, il faut bel et bien des cataclysmes. Vous savez qu'il y a eu 5 grandes extinctions et que la 6e qui est en train de se mettre en place, c'est celle dont nous sommes responsables. Je vous recommande d'ailleurs, si ça vous intéresse, d'avoir cette vision de l'évolution des espèces et de l'influence de l'homme, de lire le livre d'Elisabeth Kolbert, paru en 2015, qui s'intitule « La 6e extinction ». Hein, donc prix Pulitzer, en livre de poche. Et franchement, c'est extrêmement utile et intéressant à lire parce que justement, on y voit le rôle de la compétition dans des dynamiques qui ne sont pas toujours négatives et pénalisantes. Après, il y a la question de la réglementation. Vous avez peut-être aussi entendu parler de permaculture. On peut parler de permaéconomie de la même manière, c'est-à-dire qu'en gros, on laisse la richesse du sol favoriser l'émergence de nouvelles propriétés, de nouvelles fertilités et d'une plus grande résilience sur le long terme. Plus on multiplie la complexité et la biodiversité du sol, plus on va réussir à résister à des périodes de sécheresse très fortes. Voilà. Bref, la question est intéressante, mais il faut réussir à se placer du point de vue du vivant pour justement aller y trouver des leçons intéressantes à suivre. Alors c'était très intéressant et j'ai plusieurs remarques, alors notamment sur le fait de s'inspirer du vivant.
si on reconsidère les choses dans l'autre sens, où nous, on est du vivant, et pourquoi, dans le cas du tourisme, comment on conçoit le tourisme? Qu'est-ce qu'on échange entre nous, entre êtres vivants, entre êtres humains? Est-ce que c'est de la satisfaction de curiosité d'aller voir le territoire de quelqu'un d'autre? Ou est-ce que c'est des ressources, le touriste qu'on voit comme une manne financière qui nous apporte quelque chose sur notre territoire? On est un peu des animaux territoriaux, si on se met... la propriété privée chez l'être humain, c'est quand même assez fort. Donc, est-ce qu'on n'échange pas justement, ok, je te montre mon territoire et toutes les ressources que j'ai dedans, et puis toi, tu m'amènes une ressource financière. Donc, si on se place d'un point de vue écologique, écosystème, on peut peut-être aussi prendre le problème à l'envers. Enfin, le problème, si c'en est un, mais... voilà. Et puis sur ce qu'on disait tout à l'heure sur préserver le vivant et le comprendre, je pense que la clé, la première chose à faire pour avoir les idées ensuite pour l'appliquer au tourisme, c'est de le découvrir et de s'en émerveiller. Et ça, c'est quelque chose qu'on perd un petit peu, et préserver la biodiversité pour sa valeur intrinsèque et pas forcément en se disant je vais la préserver pour pouvoir exploiter ceci ou cela derrière. Et c'est en découvrant des petits miracles de la nature qu'on s'en émerveille et qu'on trouve des idées. Alors tout à l'heure, vous posiez la question de est-ce qu'il y a des espèces qui vont faire du tourisme chez les autres. Alors il y a une histoire, alors je ne saurais plus vous redire l'espèce, mais d'un papillon dont la larve est exploitée par des fourmis. Elles emmènent la larve dans leur fourmilière. Et il y a un champignon aussi qui se met dans le groupe pour pouvoir faire maturer la larve aussi, qui va pouvoir ensuite devenir son papillon et faire son cycle de vie. Donc je rejoins tout ce que vous disiez tout à l'heure sur les interactions, les symbioses et les interactions bénéfiques. Je pense que dans notre société, on a un peu trop fantasmé ou mis en avant la relation de prédation, parce que nous-mêmes, on est un grand prédateur, et qu'on oublie toutes ces actions de coopération qui se passent dans la nature et dont on peut s'inspirer. Donc voilà tout ce que ça m'inspire. Merci. Vous allez tout à fait dans le sens de mon propos, peut-être en l'éclairant sous un autre angle qui est absolument nécessaire. J'irais faire comme ça, de but en blanc, une conférence sur le biomimétisme dans un environnement qui est complètement matériel, technique, avec... pas d'autres êtres vivants à part ceux qu'on ne voit pas et des êtres humains. Je pense que voilà, c'est un peu contradictoire. Donc, je vous parle du vivant, on ferait mieux d'aller se promener en forêt ou au bord de l'eau et de commencer à regarder à toutes les échelles ce qui se passe et à se questionner dessus, à s'émerveiller, à affronter peut-être nos peurs aussi dans certains cas. Hein. On voit un truc qui... Ouh là là, on dit il y a peut-être un danger. Je suis d'accord avec tout ça. Hein. Il y a bel et bien une part de philosophie et de questionnement de l'humanité à avoir. Nous sommes vivants. Donc, prenons-en confiance, merci, conscience, et à partir de là, ouvrons-nous sur d'autres possibilités, des découvertes et une possibilité de faire mieux. Voilà. Je ne sais pas où on en est de l'horaire. S'il y a une autre conférence derrière, c'est bon ? Ben. D'essayer de trouver comment le tourisme peut s'inspirer de tout ça. Après, tout le tourisme, c'est jamais que des gens qui habitent, c'est que des habitants temporaires, mais ce sont des habitants tout court, et que le prétexte de la mise en tourisme d'un territoire, si on y met un peu d'éthique et un peu de sens, pour revenir à ce que disait Pierre tout à l'heure là-dessus, est-ce que c'est pas finalement un outil au service du territoire sur lequel on va vivre pour, sous prétexte d'expérimenter ou d'accueillir des gens, créer des habitudes ou de nouvelles habitudes. Et je pense notamment à l'espace urbain, parce qu'on parle beaucoup de nature, de forêt, etc. Moi, ce qui me pose souci, c'est l'espace urbain, la cohabitation, les bagnoles, etc. Et le goudron, comment on va dégoudronner. Accepter aujourd'hui, accepter pour ceux qui sont des villes 4 étoiles fleurs, d'arrêter d'enlever les mauvaises herbes le long des trottoirs. Enfin, genre toutes ces choses-là. Qu'une mauvaise herbe sur un trottoir, c'est plutôt un avantage qu'un inconvénient. Mais normalement, c'est 3 coups de fil à la mairie pour dire mais que font les services techniques. Enfin, toute cette démarche-là qui serait plutôt finalement
peut-être d'utiliser le tourisme comme un outil pour regarder autrement le propre environnement des habitants et de faire l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure, non plus Tout à fait. des gens qu'on n'a pas envie de voir, mais des gens qui nous permettent de regarder autrement. Ouais, ben je vous remercie beaucoup de cette proposition, de ce regard. On est bel et bien dans la notion de commun. C'est-à-dire les touristes ou les habitants permanents ont un intérêt commun à ce que l'endroit où certains vivent et d'autres viennent en vacances, eh bien, soit le plus épanouissant, le plus agréable, le plus reposant, possible. Donc merci. Bonne fin de journée à tous et à toutes.